Aujourd'hui, on reçoit un artisan du son, un vrai, un amoureux du hip-hop au sens le plus noble du terme. Un MC, un beatmaker, un visionnaire, mais surtout un passionné libre et sincère. Depuis presque 30 ans, il trace sa route en marge des sentiers battus, entre science-fiction et réalité sociale, entre punchline cosmique et prod électrique. Avec La Caution, il a bousculé les codes du rap français, balancé des classiques comme Thé à la menthe et prouvé qu'on pouvait être à la fois underground et universel. Rappeur, compositeur, animateur radio, engagé dans sa ville comme dans ses textes, il est de ceux qui incarnent le hip-hop comme une culture vivante, pas comme une tendance. On est fiers d'accueillir aujourd'hui Nick Fury de La Caution. Bienvenue à toi. Merci beaucoup, merci pour cette magnifique introduction et accueil. À vous. Avec plaisir, Nick Fury, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Tout le plaisir est pour nous. Ou pour toi. Oh, je sais pas. Moi aussi, la table est magnifique. Non, pour moi, je pense, ouais. Jolie pour table. Il y a tes feutres, tout, magnifique. Tu vois, Au cœur des choses, si t'as déjà écouté des épisodes, non ? J'ai déjà écouté quand ton père m'a montré, mais dis-moi en plus pour voir. Interrogatoire, allez. Je préfère découvrir, voir à quelle sauce je vais être mangé par Kaina. Oui. Alors, on a l'habitude de commencer par l'enfance, de poser des questions par rapport à l'enfance à tous nos invités. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer quelle enfance as-tu eue et dans quel contexte as-tu vécu, principalement ? Alors moi, je suis né et j'ai grandi à Noisy-le-Sec dans le 93, donc pas très loin d'ici. Alors c'était une enfance que moi j'estime heureuse, même si le mot c'est pauvre, on était pauvres, et donc mais les parents et surtout les parents de la première génération de Maghrébins qui sont venus en France avaient une sorte de force dans organisationnelle. Ils savaient comment gérer un foyer, même avec la difficulté. Et c'est vrai que, grâce à Dieu, moi, à ce niveau-là, j'ai été comblé. Les parents ont tout fait pour qu'on ait un toit et qu'on mange, malgré qu'on était, pauvres et qu'on pouvait avoir des difficultés financières. Mais, et du coup, c'est que du bonheur, qu'une très bonne éducation. La difficulté, en général, amène une bonne éducation. Mais en plus, si pour la gérer, on a deux exemples, alhamdoulilah, comme on dit chez nous, parfaits. Voilà, moi j'ai été comblé de cette enfance-là. Je changerais rien même s'il fallait revenir et trouver un espèce de job au daron, genre de cadre ou quoi. Non, je changerais rien, je resterais comme ça. Et donc Noisy-le-Sec, le 93, des années 80, puisque moi je suis né à la fin des années 70. Et 90 et 2000, et ouais, je suis resté très longtemps à Noisy-le-Sec. C'est une ville de banlieue, à la base, de ce que moi j'appelle le 93 funk, parce que c'est vraiment le coin très imprégné par la culture funk que les Rebeux ont eu, mais vraiment qui ont masterisé, même j'ai envie de dire, c'était eux qui étaient les tenants de cette culture funk en banlieue. Et donc voilà, en ayant grandi dans des endroits, on va dire, plus difficile socialement parlant, on apprend des choses, des bonnes, des mauvaises, à esquiver des choses et à faire son petit bonhomme de chemin, et c'est ce qui a construit, c'est pour ça que moi, l'enfance, malgré certains trucs qui pouvaient être difficiles ou quoi, c'est vraiment que du bonheur, grâce à Dieu. Noisy, donc capitale de la funk, avant Lyon. Ouais, c'était peut-être pas la capitale de la funk. Je pense que Lyon, c'est mythique, mais parce que c'est le même type de manière de cogiter, j'imagine, et c'est aussi beaucoup de rebeux. Mais Noisy, Bobigny, Montreuil, Bagnolet, tout ce coin-là était très très funk. On va dire que même limite, il y avait un côté réfractaire au rap quand le rap est arrivé. T'avais une sorte de non, moi je suis dans la funk, je reste dans la funk, etc. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, et notamment beaucoup de rebeux, se sont mis à écouter du rap à partir de Dr Dre et compagnie, là où il y avait des refrains chantés, donc qui quelque part étaient très funk, puisque bon, tout le Dr Dre du début reprend Parliament, etc., etc. Et c'est vrai que t'as cette chose qui était assez cool, parce que pour le coup,
les rides en voiture et compagnie étaient vraiment ultra naturels. En plus, c'était pas genre du mimétisme avec les États-Unis, tu vois, comme il y a pu y avoir avec le rap. Là, c'était vraiment, t'avais même un truc de fou, mais c'est genre la funk, c'est la musique de rebeu. Alors que, c'est pas fait par la rebeu. Ça n'a ni été fait à Oujda, ni à Oran. Donc, il y a un truc à un moment donné. Mais bon, en tout cas, c'était hyper intéressant parce que c'est une génération où il y avait beaucoup de gens très curieux musicalement. Et donc, contrairement à aujourd'hui, où on connaît en surface la musique, là, tu pouvais avoir surtout les grands de notre quartier, tu pouvais avoir un grand qui te citait, je sais pas moi, le batteur du groupe Mandrill, le nom du chanteur de tel groupe obscur de funk qui a fait qu'un hit, etc. Et c'était très très cool, en tout cas à vivre et à voir. À quel âge as-tu commencé la musique pour la première fois? Alors, j'ai dû commencer la musique, donc à m'exercer timidement et discrètement et secrètement vers 17 ans, à écrire des rimes, on va dire, peut-être 16, 17 ans, mais c'était complètement confidentiel. Si tu veux, l'ancien circuit, t'as pas accès facilement à des studios, t'as pas accès à quoi que ce soit, donc sortir un CD, c'est genre gravir l'Everest, quoi. C'est vraiment très très loin, donc du coup, moi j'ai commencé vraiment timidement, vraiment par mimétisme et par pure passion de ce que je comprenais du hip-hop américain, parce que globalement j'écoutais quelques artistes français, bon, les Pontes, IAM, Assassin, NTM, etc. Mais on était vraiment fascinés par la dextérité des Américains à faire sonner des trucs ensemble, tu vois, avec des rimes, avec des manières de faire flower, si tu veux, les mots qu'ils envoyaient. Et du coup, j'essayais d'abord, avant mon ref même, avant mon frère, puisque c'est mon frère qui est dans le groupe La Caution avec moi, avant mon frère, de mettre ça sur feuille, en fait, d'arriver à capter la gymnastique, etc. Donc vers 16-17 ans, et très vite, c'est comme si, en réalité, j'étais prédisposé à comprendre cette gymnastique lyricale. Et donc, ça s'affinait de texte en texte, j'ai envie de te dire. Et quand tu te prends au jeu, tu continues, t'enchaînes. Et c'est là qu'on a commencé à voir que, timidement, de la même manière, dans le quartier, en scred, il y avait lui qui rappelle, l'autre qui rappelle, etc. Et on a commencé à organiser un peu tout ça. Et mon premier son, c'est on va dire quelques années plus tard, avec en fait les machines coûtaient cher, donc j'allais forcément chez quelqu'un qui avait déjà des machines, et on a bossé d'abord avec Link, qui est le fils qui est le fils du mec qui tenait la boulangerie du quartier. Et donc tel mec me dit ouais, mais Jean-Alain il fait du son, etc. Et donc on s'est retrouvés, on a appris à défricher les anciens sampleurs ensemble. Et ensuite, voilà quoi. J'ai essayé de récupérer un peu de matos et de bosser le son, mais je pense que c'est vraiment vers 19 ans que j'ai commencé à être fasciné. Là, pour le coup, c'est aussi une fascination par la manière de créer des morceaux de hip-hop, si tu veux, des instrumentaux de hip-hop, parce qu'il y avait cette liberté complètement dingue, autant dans les textes que dans qu'on va dire dans la production, et c'est le courant qui correspondait parfaitement, parce que t'as vu, et c'est top l'angle dans lequel tu poses tes questions, parce que comme tu commences par l'enfance, et qu'on arrive à ce moment-là, nous, vu l'enfance que je t'ai décrite, que je te dis que j'estime heureuse, hein, mais c'était pas nous qui allions nous retrouver au conservatoire. C'était pas nous qui allions nous retrouver aux Beaux-Arts ou quoi que ce soit. Et donc, le hip-hop arrive et devient cette espèce de... Enfin, si tu veux, on a nos Beaux-Arts à nous. Pour high-tech, mon frère graffait et taguait pendant des années. Et donc, c'était un peu nos Beaux-Arts à nous. La musique, le rap et son ouverture et son do-it-yourself, si tu veux, ça collait parfaitement à des gens complètement autodidactes, mais plein d'énergie comme nous. Et donc, j'étais... je pense, en plus de la passion et de la fascination de la chose, il y avait vraiment le contexte à s'exprimer à travers cet art qu'est le rap. Ah d'accord. Quelle place avait la musique dans ta jeunesse? Alors la musique dans ma jeunesse, ça c'est une très bonne question. Alors en fait, moi j'ai naturellement toujours été fasciné par la musique, et j'utilise fasciné à dessein parce que si tu veux, il y a des gens qui ont une passion pour telle ou telle chose.
Et ça devient sans qu'on ait eu à t'y mettre ou sans que tu aies eu à le calculer. Et là, moi, que ce soit en écoutant de la pop qui passait en télé ou en radio à ce moment-là, où j'arrivais à trouver des notes qui m'intéressaient dans plein de types de musique. Ensuite, il y a eu un voyage donc au Maroc. On part en vacances avec toute la famille et au retour, on a gardé la cassette de notre oncle. Donc la cassette, il y avait rien écrit dessus. Mais toutes les chansons, pour nous, on les trouvait top. Et c'était que des trucs, et c'est assez ouf que, on devait avoir, je sais pas, 7, 8, 9 ans, ou allez, peut-être 10 ans. Et puis mon oncle, alors soit c'était le hasard et quelqu'un lui avait fait une cassette, soit il avait des goûts incroyables, parce qu'il y avait un groupe comme New Order, qui est un des pontes un peu de la New Wave, etc. Des Joy Division, de la disco italienne, pas mal de morceaux voire même de la pop de l'époque, mais très bien construite, mais très synthétique, où il y a vraiment c'est le début des synthés, etc. Et ce son-là est resté vraiment quelque part, je pense, à une grosse raison de ma manière de produire, assez que les gens appellent électro, mais moi je préfère dire synthétique, dans le sens où ça ne me dérange pas que le violon soit plus quelque chose qui sort d'un synthé plutôt que d'un vrai violon, même si c'est très bien un vrai violon. Et donc cette passion pour la musique, elle est née en même temps que la passion pour ce qu'est la musique, comment on fait la musique. Et donc du coup, c'était sûr que j'allais vraiment dans un tourbillon de compréhension de la chose. Et donc très vite, pour moi, c'est vraiment pas étonnant que j'ai fait de la musique. Par rapport à ma compréhension, outre le plaisir, j'avais ça qui venait, tu vois. Oui, je vois. Quel type de musique tu écoutais ? Alors déjà, n'hésite pas à me couper si je me lance dans des longs trucs. Non, justement, au contraire. C'est le but. Ouais, voilà. Ah d'accord, ok. Parce que des fois, je peux digresser, etc. Alors, quel type de musique j'écoutais ? Alors moi, je sépare les musiques que j'écoute en deux, on va dire, catégories. Il y a les influences ou les musiques que j'écoute de manière directe et celles que j'écoute de manière indirecte. Et donc, on va dire, j'ai grandi en écoutant de la funk, du shabby, du raï, de la musique arabe en général, et énormément de funk et de soul, on va dire. C'est quoi du funk ? Ah pardon. Ah c'est vrai. Je te ferai écouter. Alors le funk, c'est un courant musical qui découle de la soul, je dirais, avec quelque chose de plus direct et de plus groovy, pop même parfois, etc. C'est des groupes pour les plus connus comme Kool and the Gang, je sais pas moi, Shalamar. Mais il y a vraiment aussi tout un pan de la funk qui est très pointu en termes de composition, mais c'est vraiment limite de la musique fait pour danser. Je crois que même funk, ça veut dire puant quelque part. La traduction, c'est que ça sent pas bon. Et en fait, c'est le son du truc où tu danses sans arrêt et voilà quoi. Bref, donc de la funk. De la musique arabe globalement à la maison, de la funk dehors. Les grands de notre quartier écoutaient beaucoup de funk. C'est ce qui ça a déteint sur nous. Mais aussi, j'ingurgitais et j'avais en guilty pleasure. Guilty pleasure, ça veut dire en anglais plaisir coupable. Et donc, qui veut dire que tu t'écoutes un truc que t'es pas censé écouter, ou alors qui est dossier un peu à écouter, et t'as un peu honte d'aimer. Et donc, public. Voilà. Et j'avais pas mal de pop ou de new wave de l'époque, Duran Duran, Eurythmics, plein de choses comme ça, mais aussi des trucs plus pointus, justement, Joy Division, New Order, etc., qui frôlaient avec le rock et le métal que les jeunes, au collège, quand nous on était au collège, la moitié des gens écoutaient du métal et la moitié des gens écoutaient du rap. Et t'avais une sorte de guéguerre un peu spéciale, un peu rigolote, on va dire. Mais nous, on se refusait d'avouer que par exemple, tel morceau de Metallica était fantastique. Mais bon, en scred, on le savait très bien et on l'a avoué plus tard. Alors que c'est deux publics qui se mélangent plutôt bien. Mais de dingue. Et puis tu sais, une fois, nous, on avait grave ça au collège Jacques Prévert à Noisy-le-Sec. Et je me rappelle que 15 ou 20 ans plus tard, j'entends une anecdote de Busta Rhymes
qui a fait un morceau avec Ozzy Osbourne et qui disait qu'en fait, il a fait une reprise d'un titre que son voisin en classe écoutait, mais comme lui, il était genre strict. Moi, je suis dans le rap, moi pour deux, mais qui se permettait pas de kiffer en gros. Et donc, une fois passé le côté gamin de l'attitude, etc. Bah tu vois. Et moi, c'est clairement, ça m'a construit une oreille multiple et du coup, je suis hyper content d'avoir ces écoutes indirectes et ma culture directe qui est par la société, le funk. Et par on va dire, la famille, la maison, les musiques maghrébines. Quelle était ta passion, à part la musique? Alors, ma passion, à part la musique, elle est hyper simple, hein. Le football. Le foot. Ouais. Ah. Je suis un vrai passionné depuis toujours et jusqu'aujourd'hui, je trouve que c'est le sport qui est vraiment le reflet de la société à beaucoup de moments et les gens ne se rendent pas assez compte de ça. Je crois qu'il y a une citation même la dernière fois de Camus qui disait quelque chose là-dessus en disant tout ce que je connais de l'homme, je l'ai appris au foot ou un truc comme ça. Je me rappelle plus exactement. Faudrait la retrouver pour que je cite pas des trucs sans les citer, mais c'est pas très grave. Dans le fond, je vais faire mienne cette on va dire pensée. Et c'est vrai que le foot, il y a vraiment tout un système de compétition saine et malsaine. Il y a un système, il y a la beauté du sport, mais si on regarde bien aujourd'hui avec l'explosion des joueurs, des tarifs, etc. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qui se passe dans l'évolution, par exemple pour des rappeurs ou pour d'autres types de gens, des influenceurs, etc. qui sortent d'un endroit et qui explosent, qui doivent apprendre à le gérer, etc. Il y a vraiment le foot évolue vraiment en fonction de la société dans laquelle il est. Et je sais qu'on n'est pas là pour parler de foot. Je sais pas si t'aimes le foot, Kaina. Moyennement. T'aimes quoi comme sport? Bah, moi j'aime pas trop le foot, mais j'aime bien tirer dans des balles. Bah écoute, c'est déjà le début de quelque chose, attention. Je sais pas si dans 2-3 semaines ou années, tu vas devenir accro de la chose. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, t'as des histoires incroyables et ça se ressent dans certains footballeurs, leur histoire de la difficulté de leur environnement, etc., que ce soit en Amérique latine, en Afrique. Il y a des anecdotes, elles sont dingues. Et c'est vrai que pour moi, le foot, c'est et le sport que je kiffe le plus, et le fait social, et une sorte de miroir de faits sociaux que je trouve hyper intéressant. Donc on va pouvoir passer à la fin de l'enfance, sauf si tu as des questions. Non, c'est très clair. On va pouvoir passer à la partie 2, qui est donc la naissance de la caution. Alors, comment tu rentres vraiment concrètement dans la musique et est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de la caution aussi? Alors, moi je rentre vraiment dans la musique à un moment donné où je crois que Hightech, mon frère, donc Mohamed, tombe sur un de mes textes que j'écrivais en scred. Et me dit et donc c'est mon grand frère, donc il me chambre un peu, il me dit et je crois que lui avait déjà aussi commencé c'est un excellent graffeur, un très très bon, il était vraiment très fort et comme nous on le suivait, si tu veux le milieu hip-hop, c'était quelques branches, on va dire 5 branches si on veut, mais t'avais le graffiti, la danse, la musique, c'était le rap, le DJing, le beatboxing, etc. Et donc, nous, on le suivait quand il allait graffer dans des terrains vagues, notamment à Montreuil à l'époque. Et moi, je griffonnais des rimes en scred, si tu veux. Et un jour, j'ai tout froissé parce que je sais plus, je crois que j'avais entendu, je crois que c'est Solar qui avait une rime, c'était de tête, je m'en rappelle tellement, elle nous avait elle m'avait marqué. Je crois que c'était lésé, les a lésés, les laisse dans leur à l'aise, telle la bise ou la lisée, rose leur thèse niaise et biaisée. Et là, je me suis dit, parce que nous, on était déjà sur ce type de recherche de sonorité. Mais lui, qui était plus vieux, et puis qui était déjà aguerri, masterisait un peu le truc. Alors, et nous, c'était, si tu veux, quand la caution est arrivée, beaucoup de gens trouvaient ça compliqué, parce qu'en réalité, c'était ça qui nous fascinait. Comment faire les rimes les plus ouf possibles, les schémas on va dire de rimes les plus dingues. Et donc on a commencé à ce moment-là où mon ref grille que j'ai écrit des textes
Il me dit ouais, mais finalement c'est bien, mais il y a mon pote qui graffait avec lui, qui avait qui s'appelait C1, je crois. Ouais, il t'agrée Sai ou Si, je me rappelle plus exactement. Et donc il y a le One qui vient derrière. Et d'ailleurs c'est vraiment encore moins loin d'ici, c'est à Romainville. Et on allait, je crois. Il avait 2 platines, il était DJ ou apprenti DJ, je sais plus. Il y avait un autre mec, Mustapha, qui venait et on commençait à baragouiner des textes sur des instrumentaux qui existaient déjà. Et puis voilà. Donc c'est parti là. Ça c'est vraiment le début. C'est fait vraiment comme un sport. C'est passé du secret. Du secret parce que t'as honte de ce que tu fais au début parce que tu sais pas si t'es bon ou pas, à quelque chose d'un peu plus assumé. Et ensuite, à Noisy, il y avait d'autres mecs qui rappaient, dont Sam, son nom de rappeur, c'est Féfé. Féfé de Sayan Supakru, à qui je passe un bonjour au passage. Et donc, qui était dans ma classe. Donc, on commence à monter un truc, on appelle là une radio où tu pouvais freestyler en direct, etc. Et c'est là où vraiment on est invité à cette radio avec le crew de Féfé au FX et nous alors à l'époque on s'appelait pas La Caution, on s'appelait l'Escorte je crois, mais c'est là où les quelques mecs de notre entourage qui rappaient, on se réunissait et ça devenait vraiment un truc la compétition saine. On écrit, on est ensemble donc et donc on a vachement progressé à ce moment-là, c'est petit à petit que ça s'est fait. À la base, c'était comme un sport, tu pratiques un sport dehors, pas du tout à viser pro. Parce que c'était vraiment juste une passion. Et comme je disais, c'était assez compliqué de finaliser cette passion en disque ou quelque chose comme ça. Mais bon, très vite, mon frère et moi avions un truc qui fait que très vite, voilà, telle personne nous a vu là, telle personne nous invite là, et puis de fil en aiguille, ça s'est fait. Et vous faisiez tous les open mic d'Île-de-France? Ouais, on faisait tous les open mic d'Île-de-France, des fois sans être invité, en s'incrustant. Enfin, il y avait vraiment des trucs. C'était de toute façon, il y avait très peu d'opportunités. Tu vois, ouais. Le truc à l'époque, ce type de moment-là, c'est tu t'essayes d'avoir une salle par ta ville. Et ça l'avait pas fait, ils avaient pas voulu nous passer une salle, donc du coup tu vas à droite, à gauche, et justement j'en profite pour rendre hommage enfin passer un grand salam et une grande dédicace à Ahmed, qui était un coach de boxe à Bobigny, et qui s'occupait d'une MJC à Drancy et qui nous avait entendu justement à la radio sur le truc des auditeurs, et qui à l'époque il y a pas de téléphone, il y a pas d'internet, il y a pas de portable, il y a pas d'internet, qui avait pris le bus et était venu à Noisy et nous avait dit ouais, si vous voulez j'organise un truc, vous pouvez passer à la MJC Bleu, je crois, à Drancy à l'époque. Et du coup, on avait eu un créneau dans une ville qui était pas la nôtre, alors que la nôtre avait refusé. Et c'était très cool. Et lui aussi, c'est quelque part quelqu'un qui a fait partie de cette histoire-là et de l'histoire de La Caution, puisque c'est ce moment-là, on commence à répéter, on joue à un concert et on voit qu'il y a un truc à faire, mais c'est encore brouillon, mais on voit qu'il y a un truc à faire. Kaina, peut-être que tu veux rappeler aussi un petit peu la discographie de La Caution, avant qu'on avance. Alors tu nous dis, Nick Fury, s'il manque des choses, j'imagine qu'il en manque un peu, mais dans les grandes lignes. Alors, 3 albums studio. 2001, Asphalte hurlante. 2005, Peine de mort, Arc-en-ciel pro daltonien. 2006, La Caution rend visite à des gens et des gens rendent visite à La Caution. Ensuite, maxi et collaboration. 1999, Les rues électriques. D'autres projets avec les cautionneurs, avec l'Armée des 12. En solo, Ghost Company, composition. Parfait. Et puis j'aime bien comment tu l'as dit, La Caution rend visite à des gens et des gens revisitent La Caution. En fait, c'est La Caution rend visite aux gens et des gens revisitent La Caution. Mais en réalité, c'est même mieux ton titre. C'est vrai, parce que j'y ai pas pensé, mais à des gens, c'est bien parce que parce que c'est vraiment un truc sur la tournée, en retour de tournée. Et donc, c'est pour ça qu'on avait appelé ça La Caution rend visite aux gens. Et comme il y avait un scud de remix dedans, et des gens revisitent La Caution. Il y avait ce petit dualité dans le texte. La Caution, vous êtes hyper connu aussi pour
En fait, on a eu un petit peu de mal à essayer de synthétiser parce que c'est tellement riche ce que vous avez fait. Ouais. Et on a entendu tellement de choses. Donc, il y a comment ça a été pris à l'époque, comment c'est compris maintenant, un peu les évolutions de la musique, des mentalités. Moi, j'avais une question, je reprends DJ Fab, avec qui vous avez longuement collaboré. Un frère d'armes, ouais. Qui est passé dans un podcast sur Grace TV qui est sorti hier, où il disait justement, les gens ont mis du temps à comprendre que la caution, c'était des monstres. Ça, c'est sûr. donc ma question, c'est comment votre premier disque, ou en tout cas vos premières sorties, sont accueillies par le public? Alors déjà, le premier truc, c'est que le style qu'on a, si tu veux, la psychopathie de la rime et des schémas et limite de la mathématique rapologique faisait que des fois c'était très dense et trop dense pour un certain type de public. Ceux qui aimaient les rimes assez droites avec peut-être avec le jeu de mots, c'est encore arrivé après, mais ceux qui aimaient les rimes assez droites, le comprendre, tout comprendre, etc., c'était pas forcément pour eux la caution. Mais petit à petit, on a réussi à participer, à créer cette exigence et cette envie chez les gens, parce que nous, c'était vraiment ce truc-là où, grosso modo, si je peux faire une petite chronologie, le rap commence comme quelque chose d'ambiance, qui ambiance. Hôtel, et encore, non, ça c'est encore un peu plus truc, mais c'est vraiment quelqu'un qui ambiance et le DJ est en train de passer du son. C'est à partir de Rakim qu'il y a quelque chose qui s'est transformé dans l'envie justement d'imbriquer des rimes, des manières des métaphores, du langage plus compliqué, peut-être moins utilisé dans la rue, mais que tu te permets de te réapproprier, de faire tien, etc. Et ce jeu-là, notre génération, je pense, c'était l'apogée, parce que c'est vraiment tous ceux, que ça soit du hip-hop qui était classique avec Nas, Big Pun, etc., jusqu'au hip-hop alternatif, Cannibal Ox, Compagnie Flow, etc. Le game était vraiment d'un très très haut level. Tu venais pas pour juste lancer un message, et parce que t'as lancé un message ou que t'es quelqu'un on va dire d'en bas, c'est validé. Et donc cette école-là nous fait que on l'a poussé peut-être à l'extrême, et vraiment peut-être, je sais pas si, je pense qu'on est parmi les premiers à avoir inauguré tous les concepts de multisyllabique, etc. à l'extrême, et donc ça c'était assez compliqué en fait, les gens se disaient, mais pourquoi ils se compliquent tant la vie? Ou pourquoi c'est si dense? Il faut des clés de compréhension pour capter la caution à ce moment-là. Bizarrement, moins maintenant, parce que des jeunes ont digéré toutes ces techniques qu'on a pu amener, et aujourd'hui, justement, c'est ce qui fait que certaines personnes le font assez naturellement. C'est parce que quelque part des gens comme nous les ont mis dans le paysage français, parce que c'est pas si évident que ça d'arriver à adapter en français des techniques qui collent super bien à l'anglais et qui sont la base et la source première, quoi. Et donc c'est vrai qu'au début, et Fab a raison là-dessus, et d'ailleurs lui c'est pour moi, c'est c'est pas parce que c'est notre DJ et notre gars que je dis ça, mais c'est vraiment, si le hip-hop français, s'il devait avoir un représentant, pour moi, ce serait lui, parce qu'il a traversé les époques, et toujours avec la même acuité d'écoute, avec la même envie, avec la même passion, etc. Et de EJM à la caution, en passant par plein de gens. Je pense qu'il y a quelque chose d'hyper. Les gens, je pense, ne se rendent pas compte à quel point DJ Fab est une légende de ce game hip-hop, quoi. Un passionné de la première heure. Ça, c'est sûr. Ouais, ça, c'est certain même. Et il le fait toujours avec. Tu sens, quand tu connais des gens depuis longtemps dans le milieu de la musique, tu sens parfois une certaine lassitude. Fab, c'est un passionné, mais c'est ce qui correspond un petit peu. Enfin, on peut vous décrire aussi comme ça, la caution. C'est vrai aussi. Et en fait, c'est ça. Quand tu viens dans le truc vraiment par passion, même si après, et comme on n'est pas des enfants de cœur, dans le sens où c'est pas parce qu'on aura eu une désillusion ou de la compétition etc., qu'on allait on va dire annuler ou essayer de lâcher l'affaire avec cette petite lubie de quand on était jeune. Non, nous c'est une vraie passion, et il y a pas de souci pour on essaye de vraiment gérer le truc, et on a pu, avec notre carrière assez bizarre,
on a pu coupler la passion et une certaine économie qui nous permet d'être encore là et d'en vivre. Et ça, c'est hyper cool. Et quand on se retourne derrière, on se dit vraiment que quelque part, on a peut-être pas fait tous les bons choix qu'il fallait faire, mais on en a fait quelques-uns de bons et on a pu sauvegarder ce côté kiff et jusqu'aujourd'hui. Donc c'est très très cool, quoi. Ouais. Kiff. Moi, en tout cas, comment je vous vois? Tu me dis si je me trompe. Vas-y. Des passionnés qui sont restés authentiques et qui ont traversé le temps peut-être grâce à ça. Et j'ai le sentiment que vous n'avez jamais cherché à travestir votre passion première pour coller à une certaine tendance, à une actualité ou pour aller chercher des chiffres, mais que votre moteur, c'était la passion et vous vouliez respecter votre public et être respecté aussi par le public. Et le temps vous a donné raison. Ça fait presque 30 ans maintenant. C'est clair. Ça fait presque 30 ans et on en a vu passer sur un album, un tube, 2 tubes, 5 ans. Donc moi, c'est l'image que j'ai, c'est des vrais passionnés qui ont choisi une façon de faire et qui se sont dit non, on lâchera pas. Même si c'est pas à la mode. Parce que la question que j'ai après, c'est... Déjà, dans ce panorama, je pense que tu vises juste, mais il y a un truc, et c'est pour ça que j'ai rajouté, on n'était pas des enfants de cœur. Nous, d'où on vient, clairement, tu pouvais pas être trop soft, on va dire, etc. Mais même dans notre approche de la musique, il y avait ce côté, dans quelques temps, tout le monde fera ce qu'on fait, attend simplement que tout le monde analyse et voit ce qu'on fait. Cette phase que j'avais mise qui était le leitmotiv de la mixtape, L'Antre de la Folie. Et t'avais ce truc-là que nous on trouvait hyper kiffant, c'est de venir vraiment clamer qu'on était on avance. On n'était pas du tout là pour juste pour vivre notre passion un peu en mode écolo ou bobo ou j'en sais rien. Enfin, c'est horrible de voir les stigmatiser, mais tu vois, il y avait pas du tout on était des carnivores, on n'était pas des végétariens. Voilà, je retire la phase sur écolo bobo parce que ça n'a rien à voir, mais on était vraiment des carnivores. On était, on va imposer notre truc. Et ce truc-là ajoute une pression et des émotions à la passion qui fait que ça l'a fait perdurer vraiment longtemps. Okay. Et comment vous écriviez Hi-Tech et toi? Est-ce que vous aviez une espèce de routine? À la base, chacun de son côté. Et au final, en fait, il y a un truc, c'est que pour l'écriture, et ça marche même avec l'école, ça marche avec plein de choses. Plus t'écris, plus ton cerveau a des réflexes, sans t'en rendre compte. Aujourd'hui, je peux le théoriser parce que, maintenant, j'ai vraiment roulé ma bosse là-dessus. Et plus ton cerveau automatise le fait de chercher la rime, par exemple, ou de chercher ce qui pourrait être cool, voire te suggère des trucs donc qui viennent de nulle part, de l'inspiration, si on veut, qui te permettent de trouver des nouvelles choses, etc. Et ce qui fait que parfois ça te hante même. Parce que t'es par exemple fatigué, tu vas pour aller dormir, mais il y a un truc super cool qui arrive, t'es obligé de le noter. Aujourd'hui, il y a les portables, etc. Ouais. Mais à l'époque, t'es dans le bus, t'es dans machin, c'est noté sur l'arrière d'un bonbon, c'est noté sur un truc. C'était vraiment, 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 on a vraiment beaucoup, beaucoup écrit. Tu sais, genre vraiment griffonné, on va dire, on a beaucoup griffonné. Et chacun de notre côté, et on avait ce rituel de se retrouver à l'époque, il y a une médiathèque à Noisy qui était en chantier à ce moment-là, et donc il y avait des prises, et on branchait un poste, ou alors on amenait une voiture avec un autoradio, et comme c'était assez reculé, on envoyait un instrumental, et on rappait le texte qu'on avait écrit peut-être la veille ou le jour même, pour un peu cette compétition entre nous avec 1664, Saphir, à l'époque Mamadou, Papi, etc. Et voilà, pendant des heures on rappait et si quelqu'un t'avait froissé quelque part parce qu'il avait il avait un texte avec des rimes meilleures que les tiennes, tu rentrais. Et cette compétition, cette émulation, elle a fait qu'on progressait. Mais ensuite, quand on a dû avancer que Hi-Tech et moi, à ce moment-là, il y a un truc déjà qui est, je pense, le fait qu'on soit frères, il y a toujours un truc qui est de l'ordre de l'ADN, on va dire, dans les timbres de voix, qui sont vachement différents, mais il y a quelque chose qui rapproche la chose. La compréhension de ce que ton binôme fait au sein d'un groupe, c'est très, très, très important, et c'est d'autant plus en fait naturel, donc pas à faire,
quand c'est ton frère. Ouais. Et donc il y a ce truc-là qui s'est installé et qui fait qu'ensuite, peu importe. Je savais pas par exemple ce que mon frère allait écrire, mais je savais que j'allais dans le beat faire telle ou telle structure parce que c'est ça qui allait fonctionner avec sa voix, etc. Ce que j'aurais pas forcément pu faire pour une autre personne, etc. Et donc ça, ce côté on va dire, on perd pas de temps sur comment on écrit ensemble, est-ce qu'on valide pas, comment ça se passe, où il y a une totale confiance dans les skills des deux et une complémentarité. Ça a vraiment facilité la tâche pour enchaîner et faire des morceaux même des fois de ouf, quoi. Donc l'alchimie, c'est ça qui a été la clé aussi de votre réussite. Je vois que le temps avance. On a 1 milliard de titres, mais il y en a un qui a fait le tour de la planète. On a souvent entendu l'histoire de comment c'est arrivé, donc je parle bien sûr de Thé à la menthe. Ouais. On a souvent entendu l'histoire de comment c'est arrivé dans Ocean 12 et tout. Nous, on aimerait connaître l'histoire de la création de ce morceau. Donc quand tu composes ce morceau, qu'est-ce qui se passe et est-ce que tu sens que tu tiens quelque chose de différent? Bah écoute, c'est marrant, j'en parlais hier avec un ami qui me disait ouais, mais tu vois, tu sais, souvent quand tu fais de la musique, t'as un entourage qui te dit mais pourquoi vous avez pas fait du commercial, pourquoi vous avez pas fait ceci, et tu lui expliques qu'en fin de compte, il y a des choses que bien sûr, tu fais de la musique et ensuite tu la proposes aux gens. Et bien sûr, tu aurais peut-être pu avoir plus d'opportunisme là ou là ou là, mais il y a des choses qui te tombent dessus aussi et que tu contrôles pas. Et là, pour le coup, pour Thé à la menthe, c'est un peu pareil puisqu'il s'est retrouvé directement sur un énorme film. Mais pour sa composition, en réalité, elle était mue par l'envie de faire un truc qui rappelle le côté rebeu. C'était pour le court-métrage de Kim Chapiron, Taroubi l'art abstrait, où Taroubi, qui à l'époque, je crois, était champion de capoeira. Ouais. Et donc, il fallait illustrer le truc. Et moi, je connaissais à peu près le type d'image de Kim Chapiron, très dynamique et tout. Et je me voyais pas faire une sorte de morceau caricatural, c'est rail, caricatural un peu rigolote et compagnie. Et donc, j'avais déjà créé mon espèce de sampleur, mon espèce de synthé avec des micro-samples de pas mal de choses parce que j'avais pas les thunes pour pécho des synthés, etc. Et là, moi, je commence à bosser sur pas mal de bribes de trucs qui sont mélangés et une mélodie que a été rejouée par si on veut comment expliquer ça, un ensemble de bribes de c'est comme si j'avais créé à partir de plein de petits bouts de samples, un sample propre que j'ai eu l'idée d'accélérer parce que justement pour le court-métrage de Kim Chapiron, ça collerait mieux parce que je savais que Taroubi était un mec hyper dynamique, etc. et que Kim filmait dans ce sens-là. Et à partir de ce moment-là, le truc, c'était difficile de pouvoir tout rendre cohérent et le rendre osmose. Et un soir, j'ai réussi à ce que ça stick, si tu veux, à ce que ça colle. Et je savais que c'était un super truc parce que personne ne travaillait le rebeu, la musique arabe dans ce sens-là. Personne, c'est avant Chemical Brothers, c'est avant tout le monde, c'est vraiment un truc. Et là, moi, je me suis dit, bon, mais ça, faut que je le garde en tête parce que à cette époque, j'étais déjà en train de faire le dernier disque que j'ai sorti chez Ghost Company, mais j'étais déjà en train de le faire quelque part puisque c'est un truc, c'était un long process qui était très instrumental. Et je me disais, tiens, c'est une nouvelle palette que j'ai, je vais la garder, etc. Mais d'ailleurs, je rejoue les synthés pour pouvoir faire un couplet. Et ça donne l'instrumental du morceau Thé à la menthe, qui à la base, j'avais gardé que les parties refrain, et j'en avais fait et c'était sur le court-métrage. Et donc voilà quoi, ce titre-là, à ce moment-là, moi je sais que c'est quelque chose de très alambiqué et atypique, si tu veux. Je sais qu'en France, il y avait pas tant que ça de personnes qui allaient percuter sur la qualité de la chose. Et mais je me dis, mais de toute façon, c'est un peu l'histoire de la caution. Il y a plein d'autres titres qu'on a fait où s'ils étaient tombés dans les bonnes oreilles, je pense qu'ils seraient parce qu'ils sont vraiment atypiques. Si tu veux, là aujourd'hui, c'est assez difficile de refaire. Même moi, des fois, il y a des trucs que j'ai fait, j'arriverai pas à les refaire, quoi.
parce qu'il y a vraiment un truc assez mystérieux. Je sais pas pourquoi j'ai mélangé ça, puis machin. Et ce style-là, un peu de complètement, on va dire innovateur. Ça a donné autant Thé à la menthe qui grâce à Dieu a eu un succès, etc. Il nous a permis justement d'avoir un hit enfin, que je sais pas moi, Livre de vie ou d'autres titres que j'ai fait, ou Métropolis ou plein d'autres titres qui sont racés d'une autre manière et qui pour moi sont tout autant kiffants d'avoir produit, quoi. Ok, cool. Et Thé à la menthe qui a été repris aussi par Cynic, je crois. Ouais. Cynic et Chub Bilal. Ouais, c'est Core quand il fait Ryan B. Fever 2, je crois, qui voulait refaire une version, justement, plus rail, etc. Et du coup, il y avait Chub Bilal, Big Ali. Ouais. Qui est décédé, je crois, donc paix à son âme, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est Bienvenue chez les Bilka, c'est ça? Voilà, Bienvenue chez les Bilka, c'est ça. Il y a Omar au début dans le clip qui appelle, ok. Ça. Bien, parce que je crois que Cynic est kabyle, je crois. Ouais, j'imagine, en tout cas. Est-ce que tu aurais un ou quelques morceaux qui définiraient un petit peu votre carrière ou votre parcours, au-delà de la carrière? Tu veux dire un morceau? Ouais, si tu dois définir votre parcours à Hightech et toi, ou de la caution, tu choisirais quel morceau? On en profite, comme ça les personnes qui n'ont pas encore exploré votre discographie pourront aller piocher rapidement. Alors c'est vrai que là, après la discussion, et surtout les premières questions de Kaina, il y a un titre qui s'appelle Rétrospective, qui peut-être est un titre qui s'appelle Rétrospective et un autre qui s'appelle Souvent, peuvent résumer la première partie de notre parcours, si on veut, et avec une certaine mélancolie et une certaine sens de la revendication, mais propre à nous. Ensuite, Comme un sampleur, Thé à la menthe, bien sûr, pour justement le côté très ouvert et très enjoué, mais t'as un titre comme Livre de vie que moi je trouve vraiment hyper bien. C'est cool quand l'album est sorti il y a trop longtemps, tu peux enfin l'écouter comme un auditeur et pas pas en ayant décortiqué ou en te rappelant exactement quand t'as posé là ça. Et après, c'est vrai que je pense que la caution c'est quand même assez large en termes de variété. Il y a vraiment beaucoup de styles. Il y a une cohérence. C'est ça qui est fou. C'est que des fois, même moi, je me dis, mais attends, mais comment je peux mettre ça dans le même album que ça? Et en fait, avec le recul, c'est hyper cohérent. Mais voilà, quoi. C'est de l'électro au rock, en passant par la musique arabe, le funk, la cinématique ultra dark, etc., le hip-hop, le rap alternatif, etc., qu'on a participé à créer en France avec d'autres, TTC, James Delec, etc. Tout ça, c'est la caution. Donc, à la limite, les quelques morceaux que je t'ai dit, Rétrospective, Souvent, Comme un sampleur, Thé à la menthe, Boîte de Mac pour du hip-hop plus traditionnel, entre guillemets. Métropolis, qui pour moi est un titre de ouf. T'as vraiment plein de trucs. Et puis voilà, quoi. J'invite la personne à aller checker tout ça. Ah oui, nous aussi. Et Majeur à l'index? Ah oui, Majeur à l'index, c'est un titre qu'on me cite souvent. Celui-là et Chômage voiture nuit blanche. Ouais. Bon, Chômage voiture nuit blanche parce que vraiment t'as ce truc-là assez cool. Et en même temps, le son était vraiment, là pour le coup, quasi. Je te parlais de synthétique, là, il est quasi plastique. Il y a un truc dans les sonorités que moi j'ai toujours trouvé vachement intéressant, même dans les trucs assez cheap. Et ouais, mais je pourrais t'en citer encore d'autres parce qu'en fait, Antimuse aussi avec le refrain qui est un peu chanté, un peu électrique, complètement différent de ce qui se fait à l'époque. Ouais, c'est dommage qu'il n'y avait pas d'autotune. Enfin, il y avait c'était le début de l'autotune, mais c'était plus des bribes. D'ailleurs, je crois qu'on l'utilise sur le deuxième album. Sur le morceau Peine de mort. Ah oui, je peux pas ne pas citer Peine de mort parce que malheureusement on est aujourd'hui avec le génocide qui se passe à Gaza, on est encore une énième fois dans le même schéma ville et vu qu'ils sont dans la spiritualité, parce que la manière dont ils déclarent leurs trucs, c'est censé être spirituel, mais pour terminer des gens comme ça, salement comme ça, je pense que voilà, je pense ils ont inversé leur prisme. Il faut revenir vers quelque chose de plus logique, on va dire, et de plus propre. Et donc, Peine de mort est un morceau qui est assez charismatique dans l'expression et qui porte un peu tous ces questionnements qui malheureusement demeurent jusqu'à aujourd'hui. C'est donc qu'on a du mal à évoluer, quoi.
Eh ben, merci Yannick Fury. On va passer juste à une autre partie parce qu'on peut pas te recevoir sans parler de ce que tu fais actuellement et de tes projets à venir. Ouais. Donc voilà, sur quoi tu bosses et est-ce qu'il y a des choses que tu prévois qui vont arriver? Alors, actuellement, je bosse beaucoup sur de la musique à l'image en règle générale depuis depuis un certain temps, que ce soit des séries, des TV shows, beaucoup aux États-Unis, etc. Même si c'est par bribes, c'est pas quelque chose de ultra marquant. C'est pas le dernier film, le film Les Méchants, j'avais fait la musique originale. Et puis voilà, c'est vraiment des choses que je fais en règle générale assez régulièrement. J'anime une émission de radio sur Move qui s'appelle Cautionnerie, où justement on partage autour de la musique et il y a toujours un thème et différents sons qui vont avec, qui vont on va dire s'articuler et essayer d'expliquer sans forcément être trop, on va dire, analytique. C'est vraiment à la cool, on passe du son et on essaye de créer en fonction du thème une playlist cohérente et plaisante. Et oui, je bosse sur tellement de trucs qui sont autour autour de la musique, mais je bosse depuis un certain temps et depuis très longtemps sur l'éternel 3e album de La Caution, donc vraiment album studio. Parce que mon ref donc a eu différents soucis de santé qui l'ont un peu éloigné pendant longtemps des studios et tout, etc. Et que on a fait connaître La Caution. Je trouvais ça tellement dommage de revenir en solo sur du rap et compagnie. Et donc cet album sera très très fourni parce qu'il y a énormément de titres qui ont été faits sur 10-15 ans, on va dire. Mais comme notre style à nous n'est pas datable, je sais pas comment expliquer ça, mais il y a des titres que j'ai fait le plus récent qui sont peut-être moins faciles à dater que certains que j'ai fait il y a 5 ou 6 ou 10 ans, ou j'en sais rien. Et donc l'éternel 3e album de La Caution qui là devrait vraiment arriver. Désolé vraiment à tous ceux qui d'entendre ça. Et donc voilà, c'est mon projet principal qui est en sous-main. Que de super projets. On a hâte d'entendre le nouvel album. Écoute. Et on souhaite un bon rétablissement à ton frère aussi. Merci beaucoup. De le retrouver. Donc on va passer aux questions en vrac. Alors, les questions en vrac, c'est la dernière partie de l'épisode, parce que malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Donc on va devoir passer aux questions en vrac. Les questions en vrac, c'est des questions qui n'ont pas vraiment de rapport avec les autres, qui n'ont pas vraiment de rapport avec la musique, qui ne sont pas classées dans des parties, quoi. D'accord. Qui sont hors sujet, on va dire. Alors, est-ce que tu as une odeur qui te rappelle ton enfance? Oui. Les champs je sais pas si on dit les champs, mais tu vois les cactus du Maroc, mais du Maghreb en général, que tu vois qui sont sur la route, et dont les vendeurs vendent le fruit, donc qu'on appelle en fonction des régions l'Andia, etc. Et il y a une odeur particulière. Alors je sais pas si c'est le sable ou l'arbre ou quoi, mais cette odeur-là me hante et en fait c'est ma Madeleine de Proust de la senteur, on va dire. En français, on appelle ça des figues de Barbarie. Ouais, voilà, c'est vrai. Figues de Barbarie. C'est le seul fruit dont tu ne trouveras jamais le jus. Tu n'auras jamais un jus de... Pourquoi? Parce qu'il y a des petits... on va dire qu'il y a des grands pépins et il y a très peu de jus au final, je crois. Ouais. Mais en fait, c'est une sorte... C'est vraiment le truc du cactus, quoi, qui pique et tout ça. Il faut enlever le... Et c'est vrai que t'as sur cette route-là, alors je sais vraiment pas si c'est l'arbre ou si c'est le sol ou si c'est le sable, tu sais, qui est en apesanteur un peu au Maroc, mais il y a vraiment une sorte d'odeur particulière qui est restée bloquée, qui me provoque de la nostalgie régulièrement. Oui, je me souviens dans l'épisode 7, Bravo aussi, il avait une odeur comme ça. Ouais. Oui, soit c'était les champs en bas de chez lui, soit c'était la benne à ordures à côté. Ouais, voilà. Ouais, je sais pas, mais un truc comme ça. Il a dit la même chose que toi, mais avec la benne à ordures. Ah, écoute. Alors, selon toi, quel est le meilleur plat à manger en studio? Le meilleur plat à manger en studio, très très bonne question. Mais je pense que le meilleur plat à manger en studio,
c'est l'éternel classique. Alors kebab ou frites merguez pour une certaine époque ou quoi, mais parce que ça se mange vite, c'est efficace, ça remplit son rôle et c'est toujours. En réalité, si on se voile pas la face, un bon kebab en tout cas, ou même un kebab même à l'arrache, c'est toujours bon. Quand t'as faim, c'est toujours bon. C'est-à-dire que, et ce qui est logique, hein, c'est de la viande, de l'huile, enfin voilà, tu sais, il y a des condiments, ouais, du pain, de la sauce, des frites, etc. Et je pense que l'ultime mets du studio, c'est forcément un sandwich de spi, parce que c'est vrai que t'as pas énormément le temps de te mettre et de te poser, etc. Ce serait de la perte de temps. Enfin voilà, il y a pas vraiment de couvert, il y a le truc, t'arrives, tu manges, tac, et c'est parti. Pizza ou sandwich, on va dire. Ouais, pizza ou kebab, mais je pense que le kebab et le frites merguez tiennent la corde pour le meilleur plat en studio. D'accord. Ah, je m'attendais pas à ça. Tu t'attendais à un bœuf bourguignon, un tagine. Là, c'est trop compliqué. Ah, je rigole. Alors, est-ce que t'as un livre, un film ou un album ou n'importe quoi dans ce genre qui t'a retourné la tête récemment? Récemment. Alors, récemment. Alors, un film, un livre ou un album. Ou un album. Ou une chanson en particulier, pas forcément l'album. Alors, récemment, là, c'est vraiment tout récent. Il y a une chanson, mais c'est parce que c'est une reprise du Dear Mama de Tupac en a cappella, mais en chanté de manière ultra naturelle, un peu. Je pense que même c'est enregistré cash sur si tu veux, quasi en live, et où les mecs font les chœurs pour pouvoir avoir la musique et ils rechantent les punchlines de Tupac sur ce morceau-là. Et j'ai trouvé cette espèce de retour, puisqu'on est dans une époque très autotune, etc., cette espèce de retour à la beauté de la voix, etc., hyper touchant. Et donc voilà, ouais, ce morceau-là, c'est l'un des trucs qui m'a vraiment fait plaisir ces derniers temps. Mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres choses. Mais c'est ce qui te vient en premier. Ouais, voilà, c'est ce qui me vient en premier. D'accord. Donc là, c'est la dernière question, avant la fin de l'épisode. Une question qu'on pose à tout le monde. Est-ce que tu peux choisir une chanson, nous dire le nom d'une chanson qui ferait office de générique de fin? Alors, une chanson qui ferait office de générique de fin. De ton épisode, voilà. De mon épisode. Ça peut être un de vos titres aussi. N'importe lequel. Alors, au cœur des choses... Alors, ouais, je pense qu'un morceau, non, ça sera un peu trop dark, mais pourquoi pas Major à l'index d'ailleurs. Je pense qu'elle pourrait bien coller. Ouais. Un de nos titres qui s'appelle Major à l'index. Ouais, elle connaît. Ça me va. Tu connais Major à l'index? Oui. Vas-y, c'est quoi le refrain? C'est j'ai un index pour attester, un majeur pour attester. Parfait. Et la suite, je m'en souviens pas. L'annulaire symbolise le lien. Ah. Super. Nick Fury, en tout cas, on te remercie. Vraiment, ça a été un honneur pour nous de te recevoir. On a encore plein d'autres sujets et j'espère que tu repasseras nous voir, notamment pour prochain album. En tout cas, tu seras toujours le bienvenu chez nous. Écoute, merci de l'honneur que tu nous as fait aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci à vous deux et c'était vraiment super comme podcast. De rien et merci beaucoup. Merci Kaina. Merci beaucoup. J'ai un index pour attester, un majeur pour protester, l'annulaire symbolise le lien et la main faite, le mal est mien. J'ai un index pour attester, un majeur pour protester, l'annulaire symbolise le lien et la main faite, le mal est mien. J'ai un index pour attester, un majeur pour protester, l'annulaire symbolise le lien et la main faite, le mal est mien. J'ai un index pour attester, un majeur pour protester, l'annulaire symbolise le lien et la main